Oui, avec le concours de la technique que prend désormais de main de maître Bertrand Bonzini qui est avec nous, est-ce qu'on peut déjà entrer en contact avec Washington du côté des États-Unis où nous attend Élisée Yonta. Élisée, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonne année à toi, bonne année à Bonbon Bécane, bonne année à mon ami Edmond Kati. Je vous souhaite le meilleur, la santé, la réussite pour l'année 2023. Merci de D'accord. m'avoir invité. C'est un plaisir également de t'avoir avec nous depuis les États-Unis, Élisée Yonta. On rappelle que tu es entre deux avions et déjà, il est quelle heure aux États-Unis? En ce moment, il est 1h44 du matin. 1h44. Tu as certainement pris connaissance des différents éléments, notamment de ces articles qui parlent du classement des villes de Douala et Yaoundé comme faisant partie des 15 villes les plus chères d'Afrique où le coût de la vie est extrêmement élevé. De prime abord, ta lecture de ce classement et de ces différents chiffres qui sont évoqués. Ma lecture, c'est que ça confirme bien. Je me rappelle bien, je pense que Bonbon Bécane est encore là. La première émission de l'année 2022 qui vient de s'achever, c'était sur les antennes de Equinox Radio et c'était sur la matinale d'Equinox, où je disais déjà que l'année 2022 devait être marquée par la crise de l'inflation. Et je n'ai jamais oublié, je me rappelle toujours la réaction des Camerounais et certains qui disaient que non, la diaspora dénigre le pays. Mais c'est parce qu'on avait accès à beaucoup d'études ici, comme les études du cabinet Mercer, qui montraient déjà que les mouvements géopolitiques dans le monde allaient entraîner beaucoup d'inflation. Et j'avais déjà dit à l'occasion de cette émission-là que l'une des raisons pour laquelle les décideurs camerounais ne voyaient pas venir l'inflation, c'est parce que l'indice, la matrice qu'on utilise pour calculer l'inflation au Cameroun, permettez l'expression, ce n'est pas attaquer quelqu'un, c'est qu'elle est fausse. Elle est fausse cette matrice. On avait le cas aussi au Nigeria, par exemple. Le Nigeria a détruit la matrice qu'il utilisait pour calculer son PIB et la matrice qu'il utilisait pour calculer son inflation. En recalculant son PIB, ils sont devenus la première économie d'Afrique. Mais en recalculant aussi leur inflation, on a vu qu'elle est montée à 21,47%. 21,47% d'inflation au Nigeria. 40% d'inflation au Ghana. Donc, lorsque le Cameroun, lui, arrive avec une inflation de 4,7%, qui est en dessous de l'inflation des États-Unis, parce qu'en ce moment, aux États-Unis, on est à 9%. Alors, on s'est demandé, mais dis donc, le Cameroun doit avoir un génie. Donc, ce qui a certainement poussé des gens comme Mercer à s'intéresser de plus près dans les études, parce que d'habitude, ils prélèvent un panel de 130 pays. Je pense que cette fois-ci, ils ont inclus le Cameroun dans le panel, et la vérité des chiffres est que quand on dit que Douala et Yaoundé sont très chers, ça veut dire que l'inflation au Cameroun est au moins au-dessus de ce qui se fait dans beaucoup de pays d'Afrique. Or, vous voyez que le Cameroun est devant en termes d'inflation des pays qui disent qu'ils sont à 20%. Le Cameroun dit qu'il est à 4,7%. Ça veut dire que le taux d'inflation n'est pas bon. Il faudrait qu'il soit calculé normalement et cet indice détaillé, porté à la connaissance du public, ça permet de mettre les décideurs en alerte et éviter que on traîne les pieds dans une sorte de satisfaction et qu'on se fasse surprendre par la vérité des chiffres. D'accord. Vous restez en ligne avec nous, Élisée Yonta Bonbon Bécane. Le classement Mercer, les indices que le Cameroun semblait présenter, a poussé un cabinet américain à s'intéresser de plus près au modèle économique camerounais. Finalement, on déduit que contrairement aux chiffres qui sont avancés, inflation maîtrisée d'un peu moins de 4%, eh bien, les réalités sont autres. 7% pour la ville de Douala, 6% pour la ville de Yaoundé, 2 fois le niveau d'inflation toléré en zone CEMAC. Non, d'abord, je ne sais pas si le Cameroun a un système économique. Nous disons, nous autres indigènes, que depuis les années 80, le Cameroun fait des balbutiements. D'abord, même lorsque, depuis 40 ans, donc 42 jusqu'à aujourd'hui, depuis cette période-là, c'est des balbutiements. Et le président du JICAM venait encore de le dire dernièrement, et il a répété plusieurs reprises, lorsque vous avez 80% de votre économie qui est dans l'informel,
je ne sais pas si c'est un modèle économique, ça. Si on a des bases, bon, il a parlé de matrices, si on a des bases d'appréciation qui peuvent nous amener à faire une lecture normale de la situation, non, on n'en a pas. Donc, mais il y a quand même, j'allais dire, certains repères qui permettent aux analystes de voir le comportement, le niveau de vie des citoyens, comment, ce que vous appelez panier de la ménagère, ainsi de suite, ainsi de suite, bon, pour pouvoir apprécier est-ce que ces gens-là vivent relativement mieux ou pas. Voilà comment on procède généralement. Mais l'autre versant, en réalité, qui plombe généralement tout, parce que lorsqu'on vend, on peut donner une appréciation de la population du Cameroun, on vous dira nous sommes dans les 25 millions et tout, mais bon, ils habitent où et comment payent-ils les loyers, quels sont les revenus moyens. Et c'est là où ça commence à être plus que faussé. On vous prendra pour le logement, les logements SIC, qui ne représentent rien du tout et qui sont faussés. Vous verrez dans les logements SIC quelqu'un qui est là, un fonctionnaire qui est là depuis 86 par exemple. Il est allé à la retraite, mais il a continué à occuper le loyer. D'abord, on vous dit T3 c'était 32 000, T2 c'était 22 000. Bon, on reste dans ce schéma-là qui en réalité est faux. Est faux. Donc, est-ce que Douala où on est, un studio moderne, chambre, salon, coûte combien? Il faudrait qu'on ait voilà, une mercure. Voilà, ainsi de suite. Non, voilà. Donc, vous dites, et ils prennent la base sur ce que coûtent les logements SIC. Alors qu'il y a des appartements meublés, il y a des cités par-ci, des mini-cités par-là et tout. On esquive cela. Vous savez donc que l'appréciation sur la base de cela sera fausse. Il restera donc quelques bribes d'appréciation de l'économie et qui amènent ces instituts. Je suis d'accord avec eux. C'est vrai, je n'ai pas lu tout le rapport, j'ai lu de manière la diagonale, mais ça me semble beaucoup plus précis. Mais l'inflation, il est là. La vie est chère. Est chère et nous n'avons pas les moyens de vivre décemment. Ça, au moins, on le sait. Oui. Mais modèle économique du Cameroun, non, il n'y a pas un modèle économique qu'on appelle le tatillonnement. Le balbutiement, ça n'existe pas. Donc, on se débrouille. Quand les gens se débrouillent, en réalité, tout est à refaire. Donc, on est dans un pays où, sur le plan économique, tout est à refaire. Mais on dit aux gens qu'il n'y a rien à faire. C'est là l'ambiguïté. D'accord. Élisée Yonta, j'imagine que vous avez écouté le discours du président de la République qui a semblé relativiser les effets de l'inflation au Cameroun. Il a parlé succinctement d'à peu près 4%, alors que certains indices laissaient transparaître le fait que l'inflation était galopante au Cameroun. Il a relativisé. On est légèrement au-dessus de la moyenne tolérée en zone CEMAC, selon le président de la République, qui parle de résilience et salue la résilience des Camerounais. Sauf que le cabinet Mercer, justement, dément ces chiffres. 7% dans la ville de Douala, 6% dans la ville de Yaoundé. Autrement dit, Douala et Yaoundé sont 2 fois plus chers que la moyenne tolérée, le seuil toléré du côté de la CEMAC. On se demande donc, premièrement, c'est quoi les causes de cette inflation, qu'elle soit endogène ou exogène, et où se trouve la vérité des chiffres? J'ai suivi le discours du président de la République. Et il a dit que les causes de l'inflation étaient des causes exogènes. Exogène, ça veut dire que l'inflation importée, ça dépend du choc extérieur. Je n'ai pas été vraiment d'accord avec lui. D'abord parce que, je dis bien encore que c'est la première émission de l'année dernière, c'est nous qui l'avons faite sur votre radio, où on prévenait déjà qu'il y aurait de l'inflation par des chocs exogènes. Et je me demande comment est-ce que, et ça on le savait 6 mois à l'avance. Je me demande quand même un homme d'État doit être bien renseigné. Je me demande comment ils n'ont pas pris des mesures bien avant. Ils ont laissé venir. Et même quand on a commencé à dire que l'inflation arrivait, ils n'ont pas réagi.
c'est quand vraiment l'inflation atteint son pic au Cameroun qu'on a commencé à entendre les FICAM parler et les décideurs sortis doucement, doucement, ce qui n'est pas normal. L'inflation au Cameroun, on ne peut pas dire que ça provient exclusivement du choc exogène. Parce que si on avait anticipé, je prends un exemple, tout le monde avait bien vu qu'avec la guerre en Russie ou la guerre en Ukraine, le Cameroun a un conseil de sécurité nationale. Ça veut dire que quand il y a les mémos que vous adressez au président, vous dites, monsieur le président, il va avoir la guerre en Russie et la guerre en Ukraine. C'est dans ce bassin qu'on produit 60% du blé dans le monde. Ça veut dire que forcément, il y aura l'inflation si le prix du blé va augmenter. Oui. Et si le prix du blé va augmenter, il faut anticiper. Anticiper, par exemple, on aurait pu mettre en place un programme pour permettre au Cameroun de constituer des stocks, peut-être 1 an de stock. Ça permettait que les prix restent stables sans qu'on ne touche aux droits de douane en attendant de trouver des solutions. Par exemple, comme la relance de la production du blé dans notre pays. On n'a pas anticipé. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du Conseil de sécurité? Quelles sont les notes qu'on adresse au président? Je n'en sais rien. Il y a des problèmes à ce niveau-là. On aurait pu, quand vous regardez le choc inflationniste, tous ces chocs inflationnistes, on aurait pu anticiper. On aurait pu anticiper. On voit que même dans les pays européens qui ont été touchés, ça aurait pu être très grave s'ils n'avaient pas anticipé 1 an à l'avance. Donc, nous n'avons pas anticipé. Quand, par exemple, on dit que les chocs exogènes qui créent l'inflation, combien coûte l'huile de palme aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que ça aussi, c'est les chocs exogènes? Nous avons les terres pour produire l'huile de tournesol. Nous avons les terres pour produire l'huile de palme. Nous avons les terres pour produire l'huile d'arachide, l'huile de maïs, etc. Ce n'est pas la terre qui manque au Cameroun. Mais il faut faire une réforme foncière. Il faut donner les moyens. Nous avons assez de ressources budgétaires pour ça, pour que les gens puissent produire intensivement et puis transformer et mettre sur le marché. Oui, Élisée Yonta, vous avez parlé... Oui, Élisée, vous avez parlé des causes exogènes de l'inflation et également des causes endogènes. Selon vous, du point de vue interne et du point de vue endogène, quelles sont les causes qui peuvent expliquer l'explosion du coût de la vie au Cameroun? C'est la rareté. J'ai souvent entendu dire que c'est la spéculation des producteurs. Ce n'est pas vrai. Des commerçants, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la spéculation des commerçants. Ce qui crée la pénurie dans notre marché, c'est l'absence de planification. Voyez-vous, nous, quand on a grandi, on était petits, on avait ce qu'on appelait le ministère du plan et de l'aménagement du territoire. On nous faisait réciter ça à l'école primaire. Ministre du plan et de l'aménagement du territoire, Belobouba Maïgari, Youssoufa Daouda, ça, on récitait ça tout le temps. Parce que c'était un ministère clé dans notre pays, un Sadou Ayatou. On récitait ça parce que c'était un ministère clé dans notre pays qui permettait de planifier. On disait, voilà, on a fait le recensement. Cette année, la population camerounaise est de temps. Dans 5 ans, la population sera de temps. Ça veut dire que les besoins en consommation de céréales seront de temps, en oléagineux seront de temps, en eau seront de temps, en électricité seront de temps, en logement seront de temps, etc. C'est le rôle du ministère de la Planification. Et lorsqu'on fait cette planification-là, on commence à anticiper la production. Ça veut dire que si on calcule, on dit il y a 200 000 hectares de terre au Cameroun pour produire l'huile de palme, nous allons tout faire pour que dans 5 ans, nous serons passés à 300 000 parce que la production va couvrir 100% de la demande du marché. Nous allons lancer par exemple la production du riz pour que nous couvrons au moins nos besoins à 60%. Donc s'il y a un choc externe, ça ne réagit pas sur le marché à plus de 3% parce que nous produisons l'essentiel, les 2 tiers, et c'est seulement les 1 tiers qui sont importés. C'est ça. Mais ce travail n'est plus fait dans notre pays. Il n'y a plus un travail de planification qui permet d'anticiper les besoins. À partir du moment où on n'anticipe pas les besoins, vous avez ce que vous avez. La population de Douala augmente, il n'y a pas de construction de nouveaux logements. Vous n'avez pas vu un programme de construction de nouveaux logements au Cameroun depuis une vingtaine d'années, voire plus. La population augmente dans une ville, la production de céréales. Et non seulement la population augmente au Cameroun, mais elle augmente aussi en CEMAC, et la CEMAC dépend de nous. Parce que les pays comme la Centrafrique qui étaient pendant longtemps en guerre n'ont pas un appareil de production agricole. Peut-être le Gabon qui se relève un peu. Donc, ces gens dépendent de nous. Et là-bas, la population augmente parce qu'il y a l'immigration en provenant d'Afrique de l'Ouest, il y a les nouvelles naissances, etc., etc. Donc, on n'a pas anticipé les besoins en les ajustant à la production, notamment la production agricole. Il n'y a plus de plan de production agricole comme on a vu par le passé. À partir de ça, donc, à l'époque, il y avait le FONADER, toutes ces entreprises d'État qui étaient chargées de planifier, par exemple, le développement rural, l'agriculture.
Donc, Oui. quand on a plus ça, la demande reste constante et la production reste constante, donc l'offre, et la demande augmente de manière sensible. Et quand la demande augmente de manière sensible, elle est comblée par quoi? Par l'importation. C'est ce qu'on a fait dans notre pays depuis. Et nous n'avons cessé de dire que le Cameroun est une économie extravertie parce qu'on dépend de l'importation. C'est très dangereux. À D'accord. partir de ce moment, donc s'il y a un choc externe et que la production interne est presque laminée, On le ressent encore plus fort. D'accord. Élisée Yonta, vous restez avec nous en ligne. On va faire un détour du côté de la régie. On va revenir pour interroger les politiques d'implémentation économique et agricole et comprendre les réels impacts de ce choc inflationniste. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Mesdames et messieurs, les formations se poursuivent et ce avec notre traditionnelle revue de presse matinale. Et c'est avec vous, Achille Kamga, pour la première de l'année, l'an 2023. Bonjour Achille. Bonjour Hermine, bonjour à tous. La revue de presse. Une fois encore, bonjour à tous et bonne année à nos millions d'auditeurs. Démarrons cette première revue de presse de l'année avec la nouvelle expression « Discours à la nation ». Biya esquive son bilan, titre la nouvelle expression dans son adresse à ses compatriotes le 31 décembre dernier. Le président de la République n'a plus fait allusion à ses nombreuses promesses faites dans son discours de l'an dernier. Il a plutôt multiplié d'autres annonces, loin des attentes liées à la vie quotidienne des Camerounais, écrit la nouvelle expression. Le journal propose ce matin la chronique du docteur Aristide Mono. À la une de Cameroun Tribune, Paul Biya à ses compatriotes, notre politique d'inclusion sociale va se poursuivre, nous dit Cameroun Tribune. Dans son message de fin d'année à la nation samedi dernier, le président de la République a annoncé le démarrage effectif de plusieurs projets d'envergure pour poursuivre la marche vers l'émergence et permettre à tous les Camerounais de bénéficier d'une amélioration de leurs conditions de vie malgré la persistance des chocs économiques exogènes. Lis l'intégralité du message du chef de l'État, l'éditorial et les analyses de Cameroun Tribune dans l'édition de ce jour. À la une du quotidien Émergence, discours de Paul Biya à la nation, flot de mauvaises nouvelles pour 2023, titre le quotidien Émergence. L'adresse du chef de l'État n'augure rien de bon, écrit sur le journal ce matin. À la une du quotidien Le Jour 2023, la vie plus chère, pointe le quotidien Bleu. La loi des finances votée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État entre en vigueur. Ce qui change, à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Pour vision économique de ce matin, message du chef de l'État à la nation, les grands projets économiques annoncés en 2023 à titre vision économique. Cette nouvelle année sera particulièrement marquée par le démarrage d'importants chantiers économiques dans les secteurs miniers et énergétiques, ainsi que la mise en service des grandes usines pour la transformation locale de la matière première, extraite du riche potentiel de notre sous-sol. Dans son traditionnel message à la nation le 31 décembre dernier, le président Paul Biya rassure ainsi le peuple camerounais des belles perspectives économiques en 2023. Évocation dans les colonnes de vision économique. Et voilà tout pour cette première revue de l'année, Hermine. Merci beaucoup Achille Kamga pour cette toute première revue de l'année. Comme vous l'avez si bien précisé, nous on va poursuivre notre débat en studio autour justement de cette thématique que nous avons pris le soin de choisir et qui justement tient lieu d'actualité, surtout lié avec ce discours et cette adresse de la nation du président de la République du Cameroun le 31 décembre dernier. Nous essayons ce matin de nous pencher sur le mécanisme et phénomène de vie chère au Cameroun, tant il est vrai que les villes de Douala et de Yaoundé, citées parmi les 15 villes africaines les plus chères, ou alors où il y a le coût de vie le plus élevé, et on essaye de comprendre justement pourquoi cette opposition. Et avec nous ce matin nos différents experts, et nous avons au téléphone comme ça au bout du fil Élisée Yonta qui est lui analyste financier, et nous l'avons depuis les États-Unis d'Amérique. Il essaye de se pencher et surtout d'éclairer la lanterne de nos auditeurs autour de cette question de vie chère au Cameroun, et nous rentrons comme ça au téléphone avec lui. Élisée Yonta, une fois de plus, bonjour. Bonjour.
Et vous, avant d'observer notre petit break, on était justement avec vous en train d'épiloguer sur ces différents phénomènes. Vous l'avez dit, vous l'avez annoncé déjà dès le début de l'année 2022. Nous avons pratiquement repris les mêmes et on recommence sur des nouvelles bases, des nouvelles données en 2023, mais toujours avec justement cette vie chère pointée comme ça du bout des doigts dans les différentes villes, cités capitales du Cameroun économique et politique, Douala et Yaoundé. Oui, j'ai noté les critères que le cabinet Mercer a utilisés pour pouvoir déterminer le taux d'inflation dans les villes de Douala et Yaoundé. Ils ont utilisé le coût du logement. Et vous savez vous-même que dans ces deux villes-là, en dehors de l'habitat spontané, il n'y a pas eu de politique de construction de logements, de production de logements, comme on dit, en masse dans ces villes-là. Dans les villes de Douala et Yaoundé, vous n'avez pas ou peu vraiment de politique de transport urbain, comme on dit la mobilité urbaine, par exemple. Si vous allez au Sénégal aujourd'hui, ils ont construit un RER. Si vous allez en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on est en train de construire un. À Dakar, on en a déjà construit un. Dans les villes de Douala, par exemple, nous avons le rail qui part de Bonabéry jusqu'à ce qu'on appelle Doko-Tibassa, qui rejoint même Niala. Ça veut dire que sur ce rail-là, et qui traverse toute la ville de Douala, on aurait pu, c'est ce qu'on fait par exemple en Inde, mettre des trains pour que ça traverse, de manière qu'avec un ticket de 100 francs, on peut traverser la Douala de sa pénétrante ouest jusqu'à sa pénétrante est. Cela n'a pas été fait. Résultat des courses. Calculez vous-même combien on dépense si on veut partir de Niala pour rejoindre Bonabéry. Donc, ce sont des facteurs comme ça parce qu'on n'a pas la mobilité urbaine n'est pas bonne dans nos deux villes. Il a parlé de la nourriture. Ben, la nourriture, c'est pareil. C'est-à-dire que on n'a pas désenclavé les bassins. Bon, le président en a parlé hier seulement. Et moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. On n'a pas fait des efforts pour désenclaver les bassins agricoles. Par exemple, Douala est à côté des riches terres du Nkam et du Mungo. Rien n'a été fait pour désenclaver. Donc, la nourriture pourrait en bourse et le coût de la vie, notamment pour s'alimenter dans ces deux villes chères. Ils ont parlé de l'habillement. Bon, ils ont parlé également des articles ménagers et surtout des loisirs. Le coût des loisirs coûte cher dans nos villes également. Donc, je pense que là-dessus, c'est parce qu'on en revient encore, c'est parce qu'il y a eu d'abord l'exode rural. Beaucoup de gens sont partis des villes pour venir dans des villages, pour venir dans les villes, dont la population a sensiblement augmenté. Deuxièmement, on a cessé de bâtir notre pays sur deux villes. Hein, ça date pas d'aujourd'hui. Des gens comme Jean-Marc l'a le dénoncé déjà en 1990. C'est-à-dire qu'on a bâti le Cameroun sur Douala et sur Yaoundé. Alors qu'il est temps qu'on, notamment à travers la décentralisation, qu'on crée des opportunités ailleurs qu'à Douala et Yaoundé. D'accord. Comme Edea. Oui, Élisée Yonta, vous parliez avec moi hors micro de cette possibilité d'implanter d'autres zones industrielles dans des villes périphériques à celles de Douala et Yaoundé. Vous parliez de pourquoi pas implanter des zones de forte exploitation agricole du côté de la localité de Ngoumou, située à un jet de pierre de la ville de Yaoundé. Est-ce que selon vous, cette multiplicité, cette ramification des concentrations industrielles et agricoles des grandes villes du Cameroun pourrait servir à baisser le taux de l'inflation? Oui, parce que vous avez deux choses. Douala aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez, si on calcule l'inflation à Douala, par exemple, les Nigérians, pour faire baisser le taux d'inflation, ils ont beaucoup travaillé pour désengorger Lagos, c'est pour ça qu'ils ont transféré la capitale à Abuja, et baisser beaucoup, et travailler sur la mobilité urbaine. C'est pour ça que les Sénégalais et les Ivoiriens construisent un métro, parce qu'avec le métro, la population peut se déplacer très facilement. Ça ne coûte pas cher. Calculez vous-même ce que vous dépensez à Paris quand vous prenez le métro et ce que vous dépensez quand vous prenez un taxi. C'est 30 fois plus cher avec un taxi que ce n'en est avec le métro. Or, dans notre ville comme Douala, quels sont les moyens que vous avez pour partir de Bonabéry et aller jusqu'à Yassa? Vous n'avez que le taxi ou la moto. Donc, à partir de ce moment-là, ça revient extrêmement cher. Et c'est ça qu'on prend dans le calcul du coût d'inflation parce que les gens sortent au quotidien pour aller travailler. Et c'est ça qu'on appelle le panier aménagé. Ça affecte leurs revenus. Or, ce qu'il faut faire dans un premier temps pour des villes comme Douala et Yaoundé, c'est qu'à côté de ces villes, par exemple, une ville comme Edea, une ville comme Konsamba, ou bien à Yaoundé, moi j'avais travaillé pour un parti politique à l'époque, on a mené une réflexion qui permettait de montrer que
il y avait des villes à côté de Yaoundé où arrivait le chemin de fer. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Par exemple, si on installe une zone industrielle pour faire venir la matière première et pour ressortir les produits finis, on utilise le chemin de fer. Donc, vous avez des villes comme Obala, vous avez des villes comme Boubou, vous avez des villes comme Oudélé, etc. Donc, il y avait la possibilité de désengorger un peu Yaoundé en faisant de ces villes des 100 et 500 000 habitants. Ce qui va retirer à peu près un quart, baisser la pression sur le foncier, sur le logement, et à partir de reconstruire, ça n'a pas été fait. Non. À partir de ce moment où on laisse ce qu'on appelle vraiment, permettez l'expression, ben, on commence à récolter. Ça veut dire que l'inflation est de plus en plus galopante, de plus en plus chère. D'accord. Il est temps qu'on mette oui, allô? Décentralisation qui permettent qu'on crée d'autres villes de 500 000 à 1 million d'habitants, autres que Douala, Yaoundé, avec des opportunités économiques. Oui, le SMIC, on en parle très souvent du SMIC, le salaire moyen interprofessionnel garanti, qui est l'un des plus faibles au monde, au Cameroun. Ça, il faut le remarquer. On est à 36 270 francs, si je ne me trompe pas, avec notamment le pouvoir d'achat des Camerounais qui, lui, continue à faire de la stagnation. Ça stagne un tout petit peu. Est-ce que finalement, on parle de possible augmentation du SMIC pour augmenter la qualité de vie des Camerounais? Mais j'ai bien envie de poser la question, Élisée Yonta, comment augmenter un SMIC lorsque 80% et plus du produit intérieur, des activités économiques du Cameroun sont greffées au secteur informel? L'équation semble extrêmement compliquée. Non, là, parce que l'équation n'est pas compliquée, elle est très facile. La responsabilité incombe à l'État. Moi, je suis pas, permettez que je dise, je suis pas trop d'accord avec cette idée de l'activité est concentrée dans l'informel. Je le dis toujours, une femme qui se lève, une brave dame qui se lève le matin, prépare le coquille pour aller vendre au marché, vous pouvez pas dire qu'elle est dans l'informel. Qui peut faire sa vie en vendant le coquille? Je veux dire que qui peut faire sa vie en vendant l'eau glacée? Qui peut faire sa vie? L'État a pour mission de créer des opportunités économiques. C'est le rôle de l'État et de personne d'autre. Et il a tous les outils pour ça. Il a les ministères avec il a la coopération, la gestion, la gouvernance locale ou décentralisée ou déconcentrée, appelez ça comme vous voulez. Il a tous les outils en main. Il a les ressources budgétaires pour ça. Il a la technostructure administrative. Donc, il a les élus. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver et implémenter les solutions. D'abord, première chose, on raisonne en termes de, pas forcément en termes d'inflation, mais en termes de pouvoir d'achat. Si vous voulez le pouvoir d'achat, d'abord vous augmentez les salaires, les bas salaires, surtout les bas salaires, parce que, je le dis souvent, les lois de Engels, quand vous augmentez le revenu des pauvres personnes, elles utilisent ça pour consommer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous créez des filets sociaux. Regardez, dans une ville comme New York, où le cabinet Mercer là est situé, si vous gagnez 50 millions de francs CFA à New York, vous êtes un pauvre. Parce que le coût de la vie est élevé. On appelle ça les travailleurs pauvres. Que fait l'État aux États-Unis? Il donne ce qu'on appelle des food stamps. Ça veut dire que c'est les bons de nourriture. L'État prend en charge l'alimentation des familles de façon que leur revenu ne sert qu'à payer. Et par exemple, prend en charge leur passe de transport, comme vous voyez en région, par exemple, le passe Navigo gratuit pour les travailleurs. Et la famille utilise ses revenus seulement pour payer le logement et les autres factures. Il faut les filets sociaux. Le président en a parlé hier. Mais on doit le faire le plus rapidement possible. On a les ressources pour ça. Donc, ça permet d'augmenter. Parce que si vous augmentez seulement le salaire, ça ne suffit pas. Il faut augmenter le salaire, il faut mettre en place les filets sociaux. C'est la deuxième chose. Et troisième chose, il faut accélérer la mobilité urbaine parce que le revenu des Camerounais, il y a deux choses. Il y a les produits alimentaires, c'est pour ça que l'étude de Mercer a bien parlé de nourriture. Et deuxièmement, il y a le transport. On a l'air d'oublier ça dans notre pays parce que la structure, on l'a fermée depuis très longtemps. Mais il y a le transport. Si vous vous rendez à Paris, vous dites je vais circuler en taxi pour aller dans une distance, vous allez payer 35 à 40 fois plus cher que si vous prenez le métro. Or, dans notre pays, il est temps qu'on mette le transport
on trouve un système de transport urbain qui soit, par exemple, moi, j'aurais préféré que l'État mette en place des bus, subventionne le carburant pour la société de bus, de façon à ce qu'on peut partir de Bonabéry pour arriver à Yassa à 100 francs. Hein, et on a des solutions. On a la Socature qui est le descendant de la Sotuc qui a bien du mal à joindre les deux bouts. La Socature, il n'y a pas l'état des routes. Vous avez l'état des routes qui n'est pas bon, vous avez l'état de ces bus, etc., etc. Alors que nous avons le rail. On a parlé d'un projet de construction d'une ligne de tramway qui transiterait dans les grandes artères de la ville de Douala. Depuis, je pense, si mes souvenirs sont exacts, 2014, c'est la première fois où l'on évoque cette possibilité de mettre sur pied un tramway. Mais aujourd'hui, on est rendu à 9 ans plus tard, toujours rien. À partir de ce moment, le pouvoir d'achat des ménages est faible. Maintenant, je voulais dire quelque chose. Un point que vous avez noté, c'est le secteur d'activité qui est dans l'informel. Voyez-vous, si dans notre pays, l'informel, ce n'est pas une invention camerounaise, ça a existé en France, ça a existé aux États-Unis, ça a existé ailleurs. Mais pour mettre fin à l'informel, on organise les acteurs. Je l'ai dit hier sur un autre plateau. Si vous mettez en place la franchise, vous mettez le commerce des détails en franchise. À partir du moment où vous le mettez en franchise, je ne fais pas de publicité, mais regardez un modèle économique en France qu'on appelle par exemple Super U, les nouveaux commerçants. C'est l'État qui a subventionné, hein, c'est l'État qui a subventionné pour que les commerçants se mettent en franchise et en réseau. À partir de ce moment, elles groupent leurs achats, elles groupent le supply chain, ce qu'on appelle le transfert, la logistique, elles groupent, etc., 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 etc. Quand elles font ça, elles dégagent des économies énormes de presque 50%. Elles proposent des prix qui sont attractifs, les commerçants sont plus rentables, mais pour que ce soit possible, c'est l'État qui doit donner le coup d'envoi, c'est l'État qui doit étudier et accompagner les acteurs, par exemple, travailler avec le JICAM, ECAM, etc., pour que ça se mette en place. Si ça se met en place, ça sort les gens de l'informel, ce que vous appelez informel. 2, ça permet à l'État d'augmenter ses recettes fiscales. 3, ça permet au prix de baisser et ça permet aux marges. Je vous prends un exemple, sans faire de publicité. Quand vous regardez McDonald's dans le monde, c'est quoi McDonald's? C'est 130 000 petits restaurants. C'est des petits restaurants. Oui, mais simplement qu'on les a mis en réseau, ça devient multinational. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous regardez Starbucks, c'est des endroits où on vend des tasses de thé et de café. Mais on les a mis en réseau, ça devient des multinationales qui sponsorisent la Coupe du Monde, etc., etc. Donc, c'est ces efforts-là qu'il faut faire au Cameroun. Au lieu de mettre les agents dehors, celles des boutiques, des choses comme ça là. Ça, ça ne règle pas le problème. Et il faut donc une étude, une implémentation et des décisions qui doivent être prises au niveau national et au niveau local. D'accord. Tant que ce n'est pas fait, oui, on va parler, mais ça ne changera rien. Oui, Élisée Léonta, il y a un mot qui revient depuis presque un an. C'est devenu une véritable ritournelle au Cameroun. La notion d'import-substitution, on en parle tout le temps. Le président de la République l'a mentionné à plusieurs reprises dans son discours du 31 décembre dernier. L'import-substitution, c'est-à-dire de façon triviale, diminuer les importations pour augmenter la productivité locale. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, l'import-substitution peut réellement être implémenté comme ce que le président semble souligner et peut avoir un impact significatif positif sur l'inflation dans les grandes villes du Cameroun? L'import-substitution dont le président parle, ça peut marcher sur certains biens, mais pas sur d'autres biens. Lesquels? Ça peut marcher sur quels biens, par exemple? Sur les denrées agricoles, sur les pots de denrées agricoles. Mais à une condition, qu'on fasse une vraie réforme agraire et qu'on augmente la taille des surfaces cultivables. Vous ne pouvez pas avoir le même coup de... vraiment, j'ai eu la chance, c'est une grâce de Dieu, de travailler chez Fiat, ici aux États-Unis, et d'être au cœur de la production des tracteurs, par exemple, des tracteurs qui partent vers le Brésil, vers la Chine, etc., dans tout le monde entier. Il faut voir, c'est des tracteurs qui travaillent sur des superficies de 5000 hectares. Ça n'a rien à voir avec quand vous travaillez, le coût de revient n'a rien à voir quand vous travaillez avec la houe, etc., etc. C'est des tracteurs, par exemple, qui permettent de piquer le riz, et avec un tracteur, le gars, il travaille sur 50 hectares par jour. Alors, quand on fait le riz manuellement, on ne fait même pas 1 hectare par jour. Donc, à partir de ce moment, les coûts ne peuvent pas être les mêmes. Donc, il faut faire une réforme agraire. Il faut mécaniser la production
Et il faut mettre en place les infrastructures de stockage pour ne pas dépendre des fluctuations du prix. Et il faut désenclaver les bassins agricoles. J'ai bien envie de parler de cette fameuse réforme agraire. On est au Cameroun, il y a plusieurs entreprises qui, au tout début des années 90, fonctionnaient quand même, on va pas dire à plein régime, mais avec un certain débit. On a la sèmerie, on se demande où est passée la sèmerie, où est passé l'assaut des blés, où est passée l'usine de transformation du manioc en farine de manioc de Sang Melima qui a été promis aux Camerounais à coût de milliards de francs CFA, 11 pour être plus exact, où est passée par exemple l'usine de transformation d'huile de palme que le gouvernement devait nationaliser pour appuyer la soca palme. On se pose bien des questions. Comment créer une notion d'import-substitution lorsqu'on n'a pas vraiment de politique agro-industrielle? Exact. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une politique agro-industrielle, on ne peut pas parler d'import-substitution parce que le problème de ces entreprises, c'est que la faiblesse de nos dirigeants, ceux qui dirigent notre pays, c'est qu'ils pensent qu'il suffit de produire et de dire que c'est produit au Cameroun pour que les gens consomment. Les gens achètent le prix. Quand vous allez au marché, là, on dit le prix, c'est combien? Vous demandez d'abord le prix. Ou même quand le produit est bon, vous demandez toujours le prix. Et quand vous avez deux produits sur l'étalage et qu'il y a un qui est importé et le prix est moins cher, vous achetez. Autre chose que le gouvernement camerounais n'a pas vu, nous sommes à l'ère du global supply chain. Ça veut dire que les prix de transport maritime dans le monde ont été écrasés de 80%. Ça veut dire que si vous-même vous produisez au Cameroun et que vous avez des bons coûts de production, vous êtes capable de tuer une entreprise en Chine. Si vous avez des bons coûts de production. Et l'inverse aussi est possible. Ça veut dire qu'il faudrait, dans notre pays, quand on élabore les projets, qu'on travaille sur les coûts. Vous ne pouvez pas relancer l'agriculture si vous n'avez pas un semencier national, produit vos propres semences. Et vous dépendez des semences importées. Vous ne pouvez pas relancer l'agriculture si vous n'avez pas une société pour fabriquer les intrants. Regardez, le Nigeria relance l'agriculture parce qu'ils ont fait une raffinerie qui va produire de l'urée. Bon, vous ne pouvez pas relancer l'agriculture dans ce cas-là. Vous ne pouvez pas relancer l'agriculture si vous ne la mécanisez pas. Le Mali assemble déjà les tracteurs. Les Maliens, que je sache, ne sont pas plus ingénieux que les Camerounais. Donc, il y a un tas de choses qui doivent être faites. Ça veut dire que ce n'est pas des annonces comme ça dans un discours. Il faut mettre à terre sur la table les entrepreneurs et qu'on doit commencer à les respecter et non pas les prendre pour des voyous. Il faut pas travailler avec les entrepreneurs. Il faut travailler avec les ministères concernés, etc. Donc, ça, le Cameroun sait le faire. On a vu le faire par le passé. À partir du moment où vous le faites, vous avez des coûts de production qui sont extrêmement importants. Et deuxièmement, il faut transformer localement. Parce que, voyez-vous, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Si vous voulez, donnez-moi une minute que je le dise au Cameroun. Oui, allez-y. Il y a aussi un think tank aux États-Unis qui s'appelle Pierreview. Quand vous avez vu le sommet Afrique États-Unis, c'est pas des travaux d'un think tank qu'on appelle Pierreview qui a prévu que l'Afrique, en 2050, le continent africain, aura un PIB de 36 trillions de dollars, qui est 2 fois le PIB des États-Unis. Ça va vite, hein? On aura une population de 2,5 milliards d'habitants et 1 milliard. Et quand on va compter ceux qui vivent à l'étranger, ça fera 2 milliards d'habitants. Ça veut dire que nous aurons une classe moyenne qui sera égale à la population de la Chine et de l'Inde. On fera le géant de demain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça veut dire que si vous produisez, et la population urbaine en Afrique sera de 1 milliard, de 985 millions, presque 1 milliard. Oui, pratiquement 1 milliard. Pour la population des États-Unis. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut, c'est chez nous qu'il faut produire. Et d'ailleurs, Paul Biya dit, nous entendons profiter du marché commun africain. Mais il faut commencer à produire. Il faut être compétitif. Mais finalement, dans cet échiquier-là, Élisée Yonta, dans cet échiquier-là, malheureusement, durant les années 90, le Cameroun s'est situé à plus d'une fois comme étant la locomotive de la zone CEMAC. On se rappelle, la Guinée équatoriale, du point de vue alimentaire, se ravitaillait de produits vivriers produits au Cameroun, le Gabon, le Tchad, la RCA également, le Congo. On ne va pas le mentionner parce qu'ils ont un très fort potentiel du point de vue terrestre dans l'agriculture. Mais finalement, aujourd'hui, des pays comme le Gabon ou la Guinée équatoriale boudent finalement le Cameroun. J'ai bien envie de poser la question,
qu'est-ce que le Cameroun aura encore à offrir dans les 10 prochaines années aux autres États dans le concert des nations du point de vue agricole et du point de vue énergétique? Pas grand-chose. Pas grand-chose. La raison pour laquelle il boude le Cameroun, faites un tour en Angola. Faites un tour en Angola, vous allez voir ce qui se passe. L'Angola sera le géant de demain en Afrique centrale. Allez voir ce qui est en train de décoller. Déjà, ils sont les premiers producteurs de pétrole et de gaz en Afrique, devant le Nigeria. Ils font 90 000 hectares de zones industrielles, duty free. Ils ont le premier port en eau profonde. Vous pensez que les Gabonais... Oui, le premier port en eau profonde du golfe de Guinée. Vous pensez que les Gabonais et les Centrafricains, les Gabonais, les Équato-Guinéens et les Congolais, ils ne voient pas? Vous avez ce qu'on appelait hier le Zaïre ou la RDC qui est en train de revenir avec 1 million de terres, 1 million d'hectares de terres arabes qu'ils ont aménagées et qui vont mettre en exploitation agricole bientôt. Vous voyez, les autres pays à côté voient ça. Et pendant ça, au Cameroun, rien ne bouge. Donc, il faut... Moi, ce que j'ai aimé dans le discours du président cette année, c'est que ça a été... On a quand même une note positive, allez-y. Oui, non, ce que j'ai aimé sur son discours, c'est que ça a été un discours focalisé sur l'économie. Ça a été un discours centré sur l'économie. Et j'espère que les ministères qui tournent autour de l'économie, il va les secouer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et rien n'est fait. Je vous ai dit, par exemple, la vie chère. Si on avait mis en place les franchises, on aurait maîtrisé l'inflation à 50%. Rien que parce qu'on a les franchises. Donc regrouper les petits commerçants et ce qu'on appelle vulgairement les Bayam Selam en sorte de coopérative, en sorte de micro-industrie. On a eu des GIC pour ça. Est-ce que finalement les GIC sont dépassés alors parce qu'on a eu des GIC pour ça? Non, pas les GIC, je parle des franchises. Ça veut dire que comme vous avez McDonald's... Un peu plus grand que les GIC en tout cas. Etc., ce sont des franchises. Oui, parce que quand on les met en réseau, en fait, on groupe les achats, on groupe les méthodes de paiement, on groupe, par exemple, si vous ouvrez, vous allez à la banque dans un pays à les franchises, en France, en Allemagne ou en Amérique, vous dites, je vais ouvrir un restaurant chez KFC, je ne fais pas de publicité. Le banquier est plus prêt à vous donner 150 millions de francs que si vous venez vous dites, je vais ouvrir mon restaurant tout seul. Parce qu'il sait que dans le restaurant KFC, tout est organisé, il y a la démarche qualité, il y a les approvisionnements qui sont contrôlés, il y a la recherche de la matière première, même au-delà des frontières, il y a tout ça. Alors qu'il sait que quand vous êtes tout seul isolé, c'est difficile. Vous ne pouvez pas avoir toute l'expertise requise. Donc, on va vous donner de l'argent pour KFC, 150 millions, mais on ne vous donnera même pas 10 millions quand vous voulez être indépendant par vous seul. Donc, ça, c'est des choses que le gouvernement aurait dû faire, qui permettraient de laminer les coûts de 50%. À partir du moment où ça lamine les coûts de 50%, ça permet de contrôler l'inflation. Et ça fait même que lorsque l'État veut mettre en place des politiques pour pouvoir accélérer ou bien maîtriser, par exemple, des phénomènes comme l'inflation, c'est plus facile de le faire quand vous avez des acteurs qui sont en réseau. Vous parlez, Élisée Yonta, vous parliez des ministères... Allô, oui, Élisée Yonta, vous parliez des ministères qui gravitent autour de l'économie. On va parler du ministère de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire. On va parler du ministère du commerce, notamment. C'est juste un commentaire en passant. Deux des grands tauliers du gouvernement qui comptabilisent à eux deux pratiquement 30 années de stagnation, même au cœur de ce ministère-là. On a vu, durant les périodes d'inflation qui ont touché le Cameroun, le prix de l'huile, du poisson, des denrées de grande consommation qui a carrément explosé. On a eu le ministre de l'économie qui est venu nous dire « c'est pas de ma faute, il y a eu la Covid, il y a la guerre en Ukraine ». Ensuite, il nous a organisé des sortes de marchés périodiques dans la ville de Yaoundé et de Douala. Finalement, vous pensez que ces ministères-là peuvent encore proposer quelque chose de mieux que ce qu'ils ont déjà fait durant la précédente inflation? Non, parce que le problème que nous avons, c'est que nous mettons tout au niveau du ministère. Et on a oublié les collectivités locales. Ça veut dire la gouvernance locale, comme on dit. Ça veut dire le maire avec son conseil municipal, le président du conseil général avec ses conseillers généraux,
mais également les délégués départementaux, provinciaux. Malheureusement, cette gouvernance locale-là, elle n'a pas les moyens d'agir. Alors que c'est elle qui devrait, comme on dit en anglais, tackle, ça veut dire qu'il devrait adresser et régler au moins la moitié des problèmes et soutenir les efforts de l'État centralisé pour que les décisions aillent au plus proche des acteurs. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. Prenez par exemple dans le domaine de l'agriculture, par exemple. Parlons dans le domaine de l'agriculture parce que on dit, bon, une bonne partie de l'inflation, c'est des problèmes de l'huile, c'est des problèmes de... Ben, je l'ai dit encore tout à l'heure, s'il n'y a pas une réforme agraire, et la réforme agraire, ben, vous ne pouvez pas la faire sans les administrateurs civils qui sont au plan local, qui connaissent bien les chefferies, etc., etc. C'est pas le ministre du Commerce qui va le faire. Donc, il fallait un comité interministériel, et le comité interministériel regroupe un certain nombre de ministres qui ont à connaître de ces dossiers. Et à partir de ce moment, on fait une réforme agraire. Je demande aux Camerounais d'aller sur Google et de taper SAFER, Société d'aménagement des fermes et des équipements ruraux en France. Ils vont voir comment les Français ont fait la réforme sans que ça ne crée une guerre en France. C'est-à-dire que il y a de l'exploitation agricole sur votre terre, sans que ça ne crée des soucis, sans que vous ne soyez délesté de vos terres. On sait faire ça. Je dis, il suffit de regarder ce que les Français ont fait sur le site de la SAFER. Tout y est. C'est un site assez lourd avec, vous pouvez télécharger des PDF, vous pouvez regarder tout, comment est-ce qu'ils ont fait. Et nous pouvons transposer ça au Cameroun. C'est tout. C'est pas compliqué. À partir du moment où la réforme agraire est faite, les gens peuvent avoir les moyens, les investisseurs camerounais peuvent avoir les moyens maintenant de dire, on va faire du palmier à huile sur 50 000 hectares, on va faire du maïs sur 50 000 hectares, on va faire, et l'État a les moyens d'accompagner les gens, soit en se mettant en coopérative, soit en se mettant dans des sociétés anonymes. Donc, tant que cela n'est pas fait, je vous jure, on peut tout dire, mais ça ne changera rien sur le terrain. Et le danger, c'est le taux de fécondité et le taux de croissance de la démographie. La démographie augmente tous les jours. L'urbanisation augmente tous les jours parce qu'il n'y a pas d'opportunité à l'intérieur du pays. Donc les populations se déplacent les doigts là. Justement, je l'ai dit l'autre jour. Justement, Élisée, le cabinet Mercer base son rapport fortement sur la densité démographique, fortement sur la concentration démographique dans ces deux villes-là. On sait qu'on a un réel problème du foncier dans les villes de Douala et Yaoundé. Beaucoup de problèmes que dont nous traitons ici à Equinox sont liés au foncier. Finalement, on se demande, cette terre qu'on veut mettre à la disposition, qu'on pourrait mettre à la disposition des grands exploitants agricoles pour booster le secteur agricole, est-ce que ça va régler le problème si on ne règle pas déjà l'accès au foncier pour les habitations? Le problème du foncier pour les habitations, c'est qu'on a laissé pour s'installer l'habitat spontané. Je n'ai pas les chiffres ici aux États-Unis. Les Américains, vous n'achetez, c'est impossible d'acheter le terrain et de construire ici. Impossible. Le maire, non, c'est pas possible. Le maire aménage des superficies de terrain. La mairie, avec des crédits de l'État central à Washington, aménage des superficies de terrain. Ça veut dire qu'une mairie va bénéficier d'un crédit pour aménager, par exemple, 100 hectares. Et les 100 hectares, elle a toutes les mairies, même la mairie, la communauté urbaine de Douala, des urbanistes. L'urbaniste dessine le type de logement qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut faire une cité, on dessine des logements à des prix low cost, si on peut dire. On dessine des logements, d'endroits où il y aura des logements à des prix moyens. On dessine d'endroits où il y aura des logements à des prix élevés. On dessine les infrastructures sociales, dont les écoles, les hôpitaux, etc. Et les infrastructures économiques, dont les centres commerciaux, les zones industrielles, etc. C'est quand on a dessiné ça dans les 200, 400 hectares là, on fait appel maintenant à des promoteurs immobiliers, ce qu'on appelle real estate. Et parce que quand vous regardez dans les banques aux États-Unis, par exemple, et même en Europe, 51% des prêts, c'est des prêts consacrés à l'immobilier domestique ou commercial. 51% des prêts bancaires. À ce moment-là, on concède des prêts
Et il y a des techniques qu'on appelle sécurisation. Ce serait long pour moi à expliquer. Mais c'est un modèle économique qui semble, un modèle foncier qui semble assez attirant. Mais au Cameroun, on a quand même une spécificité. Les terres culturelles, les terres appartenant à des identités ethniques bien particulières. Oui, justement, comment on fait pour gérer cette équation-là? Quand c'est la mairie qui le fait, la mairie prend, c'est ça je vous ai dit, c'est des projets qui sont menés par la mairie avec les urbanistes. La mairie prend en compte les intérêts des communautés locales. C'est ça qui est important. La mairie prend en compte les intérêts des communautés. Écoutez, votre village s'étend sur 1000 hectares. Nous allons prendre 300 hectares pour développer tel projet qui va amener du monde. Ou 400 hectares. Et ça va valoriser les 600 hectares qui vous restent. Et surtout ne les vendez pas. Donc il y a toute une discussion. Ça va valoriser les 600 hectares qui vous restent. Parce que si une cité vient s'installer à côté de vous, des infrastructures économiques et tout, ça valorise l'autre pan que vous avez. Voyez-vous. Et là-dedans, on avait déjà fait une émission ensemble où j'avais dit comment on fait des bails amphithéotiques, etc. On met les terrains dans les sociétés civiles immobilières. Donc à partir de ce moment, c'est arrangé par la mairie. En revanche, quand on laisse, et il n'y a pas de programme de l'État, parce que l'habitat spontané se développe parce qu'il n'y a pas de programme de l'État, à ce moment-là, c'est ça qui crée les conflits entre les collectivités locales, les populations autochtones et les populations qui s'installent. C'est parce qu'il n'y a pas de projet. À partir de ce moment, l'État construit et en hauteur. Partout ici, vous voyez, c'est 4 niveaux, 4 niveaux, 4 niveaux. Quand vous allez dans un logement de 4 niveaux, ce n'est pas taxé. Mais quand vous construisez un logement qui est assis sur le sol, c'est taxé, etc. Donc, à partir de ce moment, la mairie fait des calculs. Elle dit, moi, sur 1 hectare, je veux voir vivre 3000 personnes, par exemple. Elle dit donc, si j'arrive à aménager 500 hectares, je vais dans un village, j'aménage 500 hectares et je laisse 500 hectares aux populations locales. Donc, sur 500 hectares, je vais aménager 3000 par 500, disons même par 400. Donc, vous voyez vous-même ce que je peux installer comme population là-dessus. Je peux installer 120 000 personnes. Mais quand vous laissez maintenant l'habitat spontané, vous n'arrivez même pas à mettre 12 000 personnes là-dessus. C'est parce que l'État du Cameroun, vous avez pourtant un ministère de l'urbanisme, vous avez le crédit foncier qui est là, vous avez tous ces ministères-là. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. D'accord. Vous étiez déjà ici dès le mois de janvier de l'année dernière. Il y a eu des expectations, comme on dit de votre côté, des projections. À quoi on doit s'attendre dans les grandes villes du Cameroun en 2023? Est-ce que la tendance que semble décrire ici le cabinet Mercer pourrait connaître une augmentation ou alors pourrait être revue à la baisse, notamment l'inflation? Non, elle ne sera pas revue à la baisse. Franchement, je ne veux pas, c'est pas être méchant que de le dire parce que vous ne voyez aucun facteur qui permet que ce soit revu à la baisse. Si on veut agir rapidement, moi je l'ai dit, il faut dans le cadre de la décentralisation donner les moyens de désengorger rapidement les villes de Douala et de Yaoundé. C'est la première chose. En créant des opportunités, par exemple, pour Douala, à Edea, à Konsamba, à Yabassi, etc. Il y a les moyens de le faire. Et deuxièmement, dans le cadre de la décentralisation, permettre aux communes autres que Douala et Yaoundé, mettre les efforts pour que les communes autres que Douala et Yaoundé créent des opportunités économiques. Le Cameroun, chaque ville au Cameroun a des avantages compétitifs. Moi, j'ai lu un rapport ici, là. Aux alentours de Pouma, ça veut dire que c'est les Américains qui m'ont montré. Je suis allé dans une zone industrielle qu'on appelle Granit, ici, là, où on fait des marbres, etc., etc. Les Américains, dès que j'ai dit Camerounais, ils m'ont pointé sur la carte Google Maps, dont la zone est tout autour de Pouma. Ils disent, voilà, vous avez une réserve de pierre là-bas qui nous intéresse, etc., etc., etc. Mais on a fouillé sur Internet et à travers nos ambassades, votre pays n'a pas un code pour pouvoir installer une zone industrielle pour tailler ces pierres-là. C'est-à-dire que si on les taille, ça peut remplacer le marbre. Donc, vous comprenez qu'aux alentours de Pouma, si on installe une zone industrielle et on met l'énergie, par exemple, avec une centrale solaire et qu'on met un bureau, par exemple, pour faciliter les procédures administratives online, par exemple, très rapidement, vous pouvez créer 50 000 emplois dans la zone. Donc, vous pouvez caser 1 million de personnes. Au pied du mont Cameroun, vous avez l'eau qui coule au pied du mont Cameroun à un minéral de la même manière que l'eau de Vichy en France, qui n'a pas encore consommé les produits de Vichy.
Les Camerounais sont bien fiers de dire, oh, je vois le contexte. Mais nous avons ça au pied du Mont Cameroun. Il n'y a pas vraiment de politique d'exploitation. Il n'y a pas de zone industrielle, une zone industrielle là-bas ou un parc industriel où on peut exploiter ça. Ben, il n'y a pas ça. Hein? Vous avez entre Douala et Yaoundé de deux côtés la culture de ce qu'on appelle les rotins. Quand vous baladez, le premier distributeur de meubles dans le monde, c'est Pierre Import. 50% des meubles vendus sont en rotin. Ça vient d'Indonésie. Est-ce que vous avez vu un jour une zone industrielle entre Douala et Yaoundé où on dit que les gens peuvent travailler le rotin avec des équipements? Il n'y a pas une politique. C'est des petits problèmes à résoudre. Simplement, il faudrait qu'on donne les moyens aux acteurs de la gouvernance locale, les élus dans les mairies, les conseils généraux, les préfets, les gouverneurs, pour faire autre chose qu'interdire les manifestations. Ça veut dire adresser les problèmes économiques et construire les infrastructures économiques qui permettent que chaque département ou région puisse exploiter ses avantages compétitifs. Les Camerounais au Canada ont produit une carte des avantages compétitifs du Cameroun dans le cadre d'une thèse doctorat. Vous voyez que notre pays a plus d'avantages compétitifs que des pays comme l'Inde ou l'Indonésie. Il y en a pour sa pilule, mais rien n'est fait pour pouvoir permettre au plan local. Donc, du coup, les populations partent à Douala et partent à Yaoundé. Donc, l'exode rural, ça ne s'arrête pas. L'augmentation de la natalité, ça ne s'arrête pas. Et dans ce que le président de la République a dit, moi, je ne l'ai pas entendu. Par exemple, quand on voit les présidents dire il y a tel problème, nous allons mettre en place tel programme. Et le programme aura telle enveloppe d'argent en termes de ceci, tel moyen humain, et voilà les objectifs. Mais Élisée Yonta, est-ce que c'est le président qui doit définir cette enveloppe-là? On a la loi de finances de 2023 qui doit... Moi, si j'étais conseiller du président, avant qu'il ait fait un discours comme ça, j'aurais travaillé à ce qu'on appelle le chiffrage. Je l'ai fait pour un candidat à l'élection présidentielle là au Cameroun. On a fait le chiffre, on avait rédigé un programme, il a dit je veux le chiffrage de mon programme. On a chiffré le programme. Je pense que la vidéo de son programme, c'est votre télévision qui avait retransmis ça. Il a parlé, il a donné les chiffres. Les gens sont allés croiser les chiffres sur le terrain. Ils étaient vrais. Ils étaient vrais. On a travaillé à partir des chiffres de l'Institut national de la statistique au Cameroun. On n'est pas allé chercher les chiffres à l'étranger. Donc, les gens qui entourent le président, avant de lui faire parler, doivent faire un chiffrage. Donc, à quoi ça sert? Bon, je ne vais pas donner l'impression que j'attaque des gens, mais j'allais dire à quoi ça sert ça. À quoi ça sert? Ils doivent chiffrer la... Excusez-moi, je respecte l'institution, vous comprenez? Mais un homme d'État, quand il parle dans le monde aujourd'hui, il chiffre. Tout ce qu'il dit doit être chiffré. Et ce sont ses collaborateurs qui doivent faire le chiffrage. On a par exemple, le président de la République a parlé de la notion d'import-substitution, nous l'avons déjà dit, et a justement dit qu'on devait implémenter réellement l'import-substitution. Mais il n'y a pas eu de chiffres mentionnés, il n'y a pas eu de projection chiffrée sur le montant qu'on aurait alloué à l'industrialisation agricole au Cameroun. Voilà, il n'a pas donné de chiffres. Il aurait dit, je vais mettre tel programme pour que dans tel secteur, on fasse ceci. Tel secteur, on fasse ceci. Ça va permettre de X, Y, Z. Ça va permettre de moduler la balance des paiements, le déficit, la balance commerciale, qui est de 1500 milliards bientôt. J'espère, dans 5 ans, le ramener déjà, par exemple, à 700 milliards. Est-ce qu'il y a des gens? Mais à quoi ça sert les calculs économiques? Ou bien il n'a pas des gens autour de lui pour faire ça? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, merci à vous, Élisée Yonta. On va vous laisser un moment. On va faire un détour du côté de la régie. On revient juste derrière pour les appels des auditeurs. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. 670 54 70 49, 670 54 70 49, 656 62 22 22, 656 62 22. C'est l'instant des auditeurs, mesdames et messieurs. Appelez dès à présent pour pouvoir justement participer au débat de ce matin. Nous nous sommes penchés sur ce classement top 15 des pays les plus chers d'Afrique avec les villes de Douala et Yaoundé qui figurent bel et bien parmi en termes justement de ville ayant le coût de vie le plus cher. Auditeur en ligne, allô?
Il est parti, hein, cet auditeur qui était déjà calé. On attend justement le maillot jaune de ce matin. Il est déjà bien positionné, auditeur en ligne. Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment on vous appelle? Monsieur Picha Etienne de Carrère, Baba. Nous vous écoutons monsieur. Oui, je viens vraiment d'écouter cette émission ce matin. Elle est vraiment assez édifiante. Mais je me pose une question. Nous avons 3 continents qui ont été colonisés. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Est-ce que le colon qui existe, parce que la colonisation a été faite sur papier, mais les mécanismes de la colonisation continuent à fonctionner. Est-ce que le colon va accepter que nous devenions économiquement libres? Est-ce que le colon va nous laisser implémenter toutes ces mesures-là pour s'en sortir? Ça, c'est la question que je me pose. D'autant plus que on a des milliards pour faire la guerre en Ukraine, des tonnes de milliards pour fabriquer les armes et tout. Mais on n'a pas de milliards, on n'a pas assez de moyens, de milliards pour pouvoir régler le problème de l'inflation dans le monde. C'est ma question, madame. Merci. Merci à vous également d'avoir posé cette préoccupation ce matin. Les experts en studio certainement prendront le temps de se positionner ou alors de donner également eux leur avis là-dessus. Auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour Marie. Bonjour monsieur, comment on vous appelle? Monsieur Gono. Oui, bon, merci déjà à l'invité du côté des États-Unis pour cet éclairage. Merci aussi à Equinox sur la qualité d'écoute. Mais je voulais dire, je suis moto-taximan. Et dans le secteur, dans notre secteur, que ce soit les motos neuves qui doivent être achetées ou les faits de recherche, l'inflation est due à la spéculation. Les concessionnaires, lorsqu'ils ont par exemple des moteurs de rechange, ils donnent ça chez des partenaires, on appelle des grossistes. Ici, la porte 100 pièces, les partenaires achètent les 100 pièces. Du coup, ils font les enchères, ils montent les prix. Un moteur qui se vendait en 2019, par exemple, à 170 000, est aujourd'hui à 288 000. Chaque mois, les choses ne font qu'avancer. Du coup, le constructeur, la prochaine commande de moteur, ils ne tiennent compte non pas seulement du rapport entre le prix, le coût d'achat, puis de sa marge de bénéficiaire, ils tiennent compte du prix qui a été fixé par les partenaires. Dans ce secteur, rien n'est pas le gouvernement. Les prix, que ce soit ceux de Carabassi, je parle des pièces de rechange, ou des concessionnaires qui sont agréés, c'est certainement pas le gouvernement, rien n'est fait dans ce secteur. Moi, je pense que le gouvernement doit faire un effort pour que le secteur informel ne soit pas laissé complètement aux Camerounais le plus démunis. Ça, c'est vraiment un risque. Merci, bonne journée. Merci à vous également. Bonne journée, monsieur. Auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Je suis Elvis Daga. J'ai suivi avec vraiment beaucoup d'intérêt l'émission qui, en écoutant le monsieur en ligne, vraiment, je vous assure, j'ai des larmes aux yeux parce que je comprends qu'il y a des personnes dans ce pays qui ont de très bonnes idées et qui peuvent véritablement faire quelque chose pour notre pays. Et je crois qu'il n'est pas seul. Il y en a des milliers, des personnes véritablement ingénieuses dans notre pays qui peuvent nous permettre, un programme, de sortir notre pays de la situation dans laquelle elle se trouve. Je voudrais féliciter Equinox, et encore merci à Equinox parce que c'est grâce à vous que nous avons de pareilles émissions et que nous pouvons constater véritablement qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider comme ça à sortir et que le gouvernement, que le pouvoir en place, que des personnes qui nous écoutent, puissent véritablement prendre ça. S'ils sont encore un peu, je voudrais dire, si ces personnes ont encore un peu d'amour pour notre pays, pour pouvoir implémenter cette situation, quels éléments et sortir de notre pays. D'accord. La situation dans laquelle elle se trouve. Merci beaucoup à vous également, auditeur en ligne. Allô? Allô? On a des petits soucis avec cet autre auditeur qui tentera certainement de recomposer les différents numéros afin justement d'apporter lui aussi sa contribution liée à cette problématique et cette thématique que nous avons mis sur la table de débat ce matin. Les villes de Douala et Yaoundé classées parmi dans le top 15 des villes africaines les plus chères en 2022. Auditeurs en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour monsieur, comment vous appelez? Moi, c'est Blaise Sandou. Oui, je suis à Douala. Alors, vraiment, figurez-vous que aujourd'hui, Douala et Yaoundé sont les villes les plus occupées. Mais tout ça, c'est le laxisme du gouvernement. Parce que,
à un moment donné, lorsque le gouvernement ne prend pas de dispositions pour orienter sa jeunesse. On dit gouverner, c'est prévoir. Mais ils n'ont rien fait pour tout cela. Nous qui avions grandi dans le monde, le café, tous ces produits vivriers, quand vous allez aujourd'hui dans le monde, vous voyez que la zone est enclavée complètement. On n'entretient pas les routes qui jaugent vers les zones d'exploitation vivrière. Alors, si déjà dans un gouvernement comme celui-ci, le gouvernement a tout gradé, la SNEC et tout ça, ils n'ont pas de ressources pour pouvoir gérer la nation. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, toute l'économie du gouvernement est basée sur la population, en augmentant les impôts et tout. Parce que le gouvernement est pauvre, ils n'ont pas créé des richesses. Et c'est de ça qu'il est question, il faut pouvoir créer les richesses aujourd'hui. Tant qu'on ne crée pas de richesses, on va demeurer pauvre. Et de l'autre côté, si nous voulons seulement nous baser sur les Occidentaux, nous n'allons rien faire. Nous allons faire pour nous-mêmes. C'est ce qui est important pour notre nation aujourd'hui. Et nous devons encourager la jeunesse. Le gouvernement doit encourager la jeunesse à pouvoir faire des choses qui sont bien pour la nation. Surtout que le Cameroun a des potentialités. D'accord. Nous avons d'énormes... Merci, je vous remercie à Radio Equinox parce que vous nous éclairez davantage. Merci beaucoup à vous, monsieur, pour cet appel et cette contribution. Vivement que justement ceux qui ont aujourd'hui la lourde charge de pouvoir gérer les affaires du pays puissent nous écouter et surtout prendre des mesures, parce que voilà, l'année 2023 s'annonce d'autant plus tumultueuse. Auditeurs en ligne, allô? Oui, allô, je vous suis. Comment vous appelez, monsieur? C'est Komba David. Nous vous écoutons, monsieur David. Ok, merci. Ben voilà, je trouve bien la problématique que vous développez ce matin très intéressante par rapport à la vie chère au Cameroun. Je pense que au-delà du débat du problème, il faut proposer des solutions. Et depuis le matin, je suis avec beaucoup d'intérêt vos intervenants, celui de monsieur notamment qui est en Amérique. Bon, moi j'ai vu là passer un peu le temps à comparer le Cameroun et l'Occident. On ne peut pas comparer le Cameroun et l'Occident parce que nous n'avons pas les mêmes moyens. Nous n'avons pas, par exemple, les moyens technologiques. Donc je pense qu'il faut proposer des choses un peu réalistes. Il faut peut-être proposer des choses qui ont marché en Afrique ou dans d'autres pays d'Asie ou l'Inde qui sont un peu au même degré d'évolution que nous. On peut par exemple proposer de mettre en place un truc qu'on a développé en France au Cameroun comme ça. Parce que la France est un pays qui est technologiquement évolué. Et nous ne sommes pas technologiquement évolués. Donc il faut des moyens réalistes. Et de deux, j'aimerais aussi poser une question. Le comité agro-pastoral, l'histoire de 2010, qu'est-ce qu'on a fait des tracteurs? Voilà par exemple des éléments qui auraient pu nous aider à développer un peu l'agriculture et peut-être à combattre la vie chère. Donc, il faut, pour combattre la vie chère, ça doit être des moyens concrets, des choses qu'on met sur pied, qui doivent marcher pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc voilà ma participation. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur. Ce sera certainement pour ce matin le dernier auditeur du jour. On va profiter comme ça pour faire un petit crochet et dire à une auditrice très fidèle, madame ou alors mademoiselle Kanaindi Francesca, un joyeux anniversaire qui souffle sa 10e projet ce matin. Voilà, cette petite parade comme ça et peut-être donner le mot de fin à notre invité d'honneur. Ce matin, nous lui avons déroulé le tapis rouge afin justement qu'il s'exprime de long en large sur cette question de la vie chère, de l'inflation au niveau des différentes villes de Douala et Yaoundé principalement, mais en général dans tout le Cameroun. Élisée Yonta, vous avez écouté nos auditeurs ce matin. Oui, merci. J'ai écouté nos auditeurs et j'ai pris des notes surtout. Je me répondre rapidement puisque j'ai noté deux préoccupations qui sont importantes. D'accord. En 2 minutes alors, Élisée. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que l'Occident va nous laisser? Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça. Je vous dis qu'en 2050, nous serons 2,5 milliards. L'Europe sera 700 millions. La classe moyenne dans notre continent, là, combinée, ce sera 2 milliards de personnes. Donc l'Europe sera derrière nous. Vous pensez qu'ils vont tous nous tuer? Une deuxième chose, regardez au Bénin.
le Bénin, Patrice Talon est arrivé comme président au Bénin. Il a une volonté d'investir dans la transformation du coton. Et vous avez vous-même vu que le Bénin a sorti une zone industrielle qui emploie déjà 5 000 personnes. Et ils disent que dans 5 ans, ils seront à 25 000 personnes. Regardez l'Éthiopie. Je prends le Bénin parce que le Bénin est dans la zone CFA comme nous. Le Bénin utilise le même système monétaire que nous. Le Bénin est un pays qui a été colonisé par, à la fois, je crois, je peux me tromper, par l'Allemagne et la France. Comme oui. Mais ils transforment déjà leur coton. Je veux dire que, est-ce que l'Occident a jeté des bombes si le Bénin peut les empêcher de transformer leur coton? Mais ça, nous, si nous produisons le coton dans le septentrion, est-ce qu'on a construit une zone industrielle dans le septentrion pour la transformation du coton? La réponse est non. Ensuite, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut proposer des solutions adaptées car nous n'avons pas la technologie. Je ne sais pas trop de quoi la personne parle. J'ai dit que, par exemple, si on veut faire baisser le prix du transport urbain dans une ville comme Douala, même comme Yaoundé, c'est des villes qui sont transformées par le chemin. Il y a des rails de chemin de fer. En attendant de construire le métro, on peut mettre des trains. Et justement, il me dit de parler de ce qui marche en Inde. Mais quand vous allez en Inde, là, c'est ce qui se passe. L'Inde n'a pas le métro en tant que tel. Ils ont utilisé seulement des rails. Il y a des trains rapides. Là, le Brésil, Brasilia, Rio de Janeiro, c'est la même chose. Vous avez des trains. Oh, nous avons les rails. On peut avoir un train qui part de Bonabéry. Il y a plusieurs arrêts qui traversent le centre de Douala ou remonte jusqu'à la gare de Bessenguer, s'arrête, continue jusqu'à Ndokoti, etc., va jusqu'à Niala. Au moins, ça va permettre qu'on retire de la population sur la route et on le met sur les rails. Et à partir de ce moment, ça va enlever les embouteillages. Ça va diminuer un peu les embouteillages, surtout aux heures de pointe. Comment il dit que ce n'est pas adapté? Ensuite, quand il dit que, bon, j'aurais pris par exemple l'exemple de la franchise. Mais je vous ai dit de regarder Super U. Est-ce qu'il n'y a pas de supermarché au Cameroun? Il veut dire qu'il n'y a pas de supermarché au Cameroun. Je ne vais pas citer le nom là pour ne pas faire de publicité. Mais ça, il y a les supermarchés au Cameroun. Il suffit qu'on reproduise ça en faisant de l'extension, mais en les mettant en franchise. D'accord. Quand vous allez en France, là, vous regardez Leclerc, je ne veux pas faire de publicité, vous regardez Leclerc, tous ces magasins-là, c'est des franchises. Ce n'est pas pour une seule personne. D'accord. Vous conformez à la norme, on vous donne la possibilité d'ouvrir le magasin. Mais l'avantage, c'est que quand vous êtes 200, vous avez un pouvoir d'achat qui est tel que vous pouvez négocier les meilleurs prix par rapport aux simples boutiquiers du quartier. Et à ce moment, les prix baissent. Est-ce qu'on n'est pas capable de faire ça? Merci à vous, Élisée Yonta. Vous étiez avec nous depuis les États-Unis. Bon vol de retour, certainement. Votre vol de Washington a déjà atterri. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir pris part à ce deuxième numéro de Bonjour chez vous de l'an 2023. Restez connectés sur les programmes de Radio Equinox. On se donne rendez-vous demain pour la 3e livraison. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.